Le plus gros risque qui risque de tuer une boîte dans le digital, Mm. souvent, c'est pas une mise à jour de l'algorithme, c'est pas non plus le système marketing qui déconne, c'est plutôt le dirigeant qui explose en plein vol. On dit souvent que les névroses du dirigeant deviennent les névroses de l'entreprise. Mm. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Toi, tu as eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs avancés dans le Mhm. digital, qui Ouais. ont des boîtes qui font 50, 100, 500 cas par mois Mhm. de chiffre d'affaires, voire Mhm. plus. Plus, ouais. L'idée, aujourd'hui, c'est d'aller voir les signes qui peuvent tuer une boîte. Et aujourd'hui, on va parler de surmenage du dirigeant, de ses causes, de ses conséquences et surtout de comment on peut bosser là-dessus Mhm. pour justement avoir une boîte pérenne et qui soit plus sereine à développer. Mm. Mais Maître, toi, c'est quoi les causes du surmenage que tu observes chez les dirigeants du digital? Qu'est-ce qui se passe en fait pour eux? Alors, le premier point, c'est que le surmenage, il y a toujours en fait une intention de bien faire derrière et il est vraiment, la plupart du temps, hein, c'est une constatation que j'ai avec mes clients, il est souvent dû au perfectionnisme. Et j'ai un de mes clients, par exemple, il ne peut pas lancer une offre si tout n'est pas parfait. Et en fait, il se sent pas prêt tant que tout n'est pas parfait pour satisfaire ses clients. L'intention, en fait, elle est de bien faire, de bien servir, de faire ce qu'il y a à faire. Mais derrière, ça devient quelque chose d'exacerbé qui peut vraiment planter, en fait, la course à la croissance de l'entreprise. Parce qu'en fait, dans le besoin que tout soit parfait, que tout soit maîtrisé, contrôlé, il y a aussi un ralentissement, si tu veux, du passage à l'action et de mettre en place les actions nécessaires. Et ça peut clairement tuer le chiffre d'affaires de la boîte, ça peut clairement tuer la performance de la boîte, simplement parce qu'on est à deux pieds, en fait, pieds et poings liés devant le perfectionnisme du dirigeant. Et du coup, derrière, ça engendre en fait des comportements qui sont des comportements de tout contrôle, de Ok. ne pas déléguer Ok. et d'être complètement en fait à cheval sur les micro-détails qui ne font que ralentir en fait la mise sur le marché par exemple d'une offre ou le lancement d'une campagne de pub. Et ce client en fait, il était tellement dans ce besoin que tout soit parfait pour que les clients qui vont acheter soient vraiment satisfaits, etc., qu'il n'en dormait plus de la nuit. Et donc, il se mettait à prendre du temps le week-end, et c'est du temps qu'il enlevait à sa femme et ses enfants. Et donc, plus on est dans ce besoin de contrôle, et moins on se sent prêt, et plus le schéma derrière, c'est jamais assez. Et comme c'est jamais assez, on fait que tourner en boucle sur le même perfectionnisme, à regarder en boucle en fait des détails qui font que le cerveau, lui, ne décroche jamais. Et comme il ne décroche jamais, ça se prolonge le week-end. Et même le week-end, la personne n'arrive même plus à prendre le temps de prendre du plaisir à regarder un film, par exemple, avec sa femme. Et en fait, l'idée, c'est que chaque fois qu'on est dans cette hyperactivité, en fait, le cerveau, il n'est pas fait, pour être dans une accélération permanente. En faisant cette boucle de perfectionnisme, en maintenant cette boucle de perfectionnisme, on maintient l'illusion qu'on fait quelque chose. On a l'impression qu'on continue d'être, en fait, de vouloir prouver qu'on fait quelque chose pour l'entreprise, alors qu'en réalité, la réalité, c'est que tant que tu ne te reposes pas, tu ne peux pas couper ton cerveau et rafraîchir la bande passante. En fait, imagine un navigateur. Sur le navigateur, je t'ouvre sans onglet. Qu'est-ce qui se passe? Ça se met à ramer. Et donc, le principe est le même pour le cerveau. Si tu laisses de multitudes d'onglets ouverts comme ça dans ton cerveau, en fait, il est en surcharge, en surchauffe. Et donc, forcément, tu ne peux plus accéder à la bande passante qui permettrait de rafraîchir et donc d'aller trouver de nouvelles idées, mais de surcroît, de pouvoir justement aussi profiter du moment présent parce que tu es sans cesse en train de réfléchir à tous ces onglets. Et donc, dans cet esprit-là, il commençait à avoir des problèmes avec sa femme, puisqu'il était sans cesse, en fait, même quand ils allaient faire les courses, il était sur son téléphone. Le soir, ils étaient en amis ou même en train de regarder un film, il est sur son téléphone, ou il allume l'ordinateur. En fait, plus le cerveau est dans cette dynamique, moins il prend du plaisir sur le moment présent. Et moins il prend de plaisir,
plus le cortisol augmente dans le corps. Plus le cortisol augmente, moins la dopamine et les systèmes de récompense peuvent s'activer. Et donc forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une course sans fin, infinie, loi de Parkinson. Le truc, il est sans fin, il bosse tout le temps. Et donc, tu ne peux pas, toi, dirigeant d'entreprise, qui est censé créer de la valeur, qui est censé amener justement ce qui fait grandir l'entreprise et qui est censé donner la vision et la direction aux gens, être dans une surchauffe permanente pourquoi en fait? Parce qu'au final, plus la quantité d'informations dans le cerveau est grande, moins la qualité de ce qui va sortir en termes de production et d'information est bonne. Par contre, moins il y a d'informations, moins le cerveau tourne, plus les grandes idées qui apparaissent sont de qualité. Et c'est pour ça que des grands penseurs de ce temps, des temps passés comme Albert Einstein ou Mozart, etc., je vous recommande un livre qui en parle très bien à la fin du livre, c'est La 25e heure. Et ce livre, j'avais bien aimé parce que à la fin, ils ont montré en fait une journée classique d'un grand esprit comme Albert Einstein. Et Einstein, j'avais vu, il passait entre 8 à 10 heures de la journée à ne rien faire. Mais quand je dis rien faire, il se promenait, il avait des rêveries, il écrivait rien. Par contre, quand il avait une idée, bam, là, c'était l'idée du siècle. Et en fait, c'est aussi la preuve que les plus grands esprits ne sont pas en train de tourner perpétuellement. En fait, chaque fois qu'on renouvelle cette bande passante et qu'on se laisse de l'espace, le cerveau peut enfin accéder à des zones qui sont les zones de la créativité. Et moi aussi, je suis dans cette croyance que le cerveau, en fait, il agit par ancrage, il agit pas forcément par mémorisation. Dans les neurosciences, on va vous dire, oui, il y a la mémoire spatiale, tout ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, toutes les mémoires qu'on a en nous, elles s'activent justement par ancrage émotionnel, pour la plupart. Et donc, dans l'idée, on a besoin, nous aussi, d'avoir en fait des moments où on laisse le cerveau créer. Et moi, ma croyance, c'est que le cerveau, c'est une fois de plus une phrase d'Albert Einstein, c'est la créativité est plus puissante que l'intelligence. Parce que c'est la création qui permet à l'intelligence de se former et de faire apparaître des choses. Mais quand ton cerveau, il est en boucle sur les mêmes idées, il y a une étude, j'ai oublié l'université et l'étude, mais il y a une étude, d'ailleurs, je l'ai mis dans mon livre, qui sortira prochainement, et l'étude, elle porte en fait sur les différentes pensées qu'on a. En fait, tout au long de la journée, on a entre 5 et 7 pensées. Et sur ces 5 à 7 pensées, 70% des pensées, donc on va dire les 5 pensées, sont toujours les mêmes. Et en fait, tant que tu restes dans les mêmes pensées, tu ne peux pas t'ouvrir à de nouvelles pensées, à de nouvelles idées. Donc tu tournes en boucle, c'est un vase clos fermé dans lequel tu vas tourner en boucle tout seul, à te répéter les mêmes trucs et à revoir en fait les mêmes idées toute la journée. Et donc, pour pouvoir faire de la place à de la nouvelle bande passante et donc d'activer en fait le subconscient qui va permettre d'aller chercher des idées plus profondes, bah là en fait c'est simplement du lâcher prise et ça c'est le plus gros sujet justement dans cette partie-là, de savoir lâcher prise le week-end et comprendre enfin que la récupération fait partie intégrante de la performance. Et aujourd'hui, aucun athlète de grand niveau, même Ronaldo, le plus grand footballeur de tous les temps, on va mettre des gens en colère, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que même les plus grands sportifs de ce monde ont en fait compris que sans récupération, il n'y a pas de performance. Et donc, le corps humain, le cerveau, le cœur, on a tous besoin en fait de périodes où on lâche prise pour pouvoir renouveler la bande passante. C'est quoi le plus challengeant pour faire intégrer ça à un entrepreneur? Ce qui est challengeant, c'est lui faire lâcher prise sur le fait que l'entreprise continuera de tourner sans lui. lui montrer qu'il n'est pas si utile que ça, quoi. Et en fait, à partir du moment où j'arrive à lui faire comprendre que son utilité, elle n'est pas aussi importante que ce qu'il croit, là, ça commence à... Ah oui, c'est vrai, ça marche même quand je ne suis pas là. Franchement, en tant qu'entrepreneur digital, on ne crée pas une entreprise digitale pour en devenir son salarié. Il faut arrêter de rester dans ce mode salarié où je suis le petit besogneux qui fait des trucs dans son entreprise. Quel est l'intérêt de faire ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe
Si je ne sers plus à rien dans ma boîte. Alors C'est la question justement, qui arrive. on parlait de créativité. Quel est le rôle d'un fondateur? Créer, Créer inspirer quoi? Ouais. une vision, une direction, Ok. donner des impulsions. Justement, est-ce que Steve Jobs, si Steve Jobs était resté à l'usine en train de monter les pièces avec ses ouvriers, est-ce qu'il aurait créé tout ce qu'il a créé? Non. C'était une question rhétorique, j'avoue. En fait, sur le principe, on pourrait penser qu'on est vraiment essentiel à la boîte, que sans nous, Ouais. ça marchera pas. Et en fait, c'est plutôt que de se dire je suis essentiel à la boîte, c'est comment je peux. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait écrit un livre là-dessus, mais je me rappelle plus du titre. C'est comment en fait je peux me virer de ma boîte. Grosso modo, si tu crées une boîte pour en être l'esclave, franchement, je pense que tu as raté ta mission, quoi. L'idée, c'est comment je crée une boîte qui soit suffisamment autonome pour que moi, je puisse me virer dedans et que tout le monde soit autonome et que tout le monde puisse continuer à performer et continuer à faire de la rentabilité, faire en sorte que la boîte continue. Puisque, on va pas se mentir, on monte pas une boîte pour qu'elle ne rapporte pas d'argent. Le but premier d'une entreprise, c'est de générer de l'argent. Donc, comment faire en sorte que cette entreprise, ce process, ce véhicule, quelle entreprise puisse continuer même si moi, je ne suis pas au volant. Et donc, l'idée, c'est comment je crée ces systèmes, comment je mets les bonnes personnes aux bons endroits. Et là, il y a tout un sujet, en fait, sur comment recruter correctement, identifier les bons profils avec les bonnes caractéristiques, les placer aux bons endroits dans mon entreprise pour être sûr que l'entreprise, même quand je suis pas là, elle continue de performer. Et ça, oui, c'est important. Et évidemment, le but, c'est pas que le fondateur se retire totalement, parce qu'il aura toujours un peu. On revient sur l'histoire de Steve Jobs, mais Steve Jobs, quand le comité de direction l'a viré une première fois de la boîte, le comité de direction s'est rendu à quel point ils ont fait une grosse connerie, parce que les chutes, la chute des actions Apple avait dégringolé. Enfin, il y a eu vraiment une crise économique dans Apple. Ils l'ont vite rappelé, justement pour qu'ils continuent d'insuffler la vision et donc qui ramène de la créativité. Donc, on voit bien que des entreprises comme Elon Musk, si ces gens-là n'amenaient pas justement cette créativité, les entreprises ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, voilà, là, on a le rôle du CEO. Mhm. Du coup, dans ce challenge, il y a aussi, dans ce challenge du surmenage, il peut y avoir cette idée de on travaille, on s'arrête pas. Ouais. On décroche pas, c'est ce que tu disais Ouais. tout à l'heure. Ok, pour décrocher davantage, il y a cet enjeu de s'apercevoir qu'on n'est peut-être pas si indispensable qu'on le pense et de voir sa boîte comme un adulte au lieu de le voir comme un bébé, quoi, en rendre autonome. Ouais. Maintenant, il y a aussi cette problématique de à quel moment on prend un temps de pause pour célébrer, pour se récompenser aussi. Voilà, comment toi t'aides les CEO sur ce sujet-là? En quoi il est important? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, le principe de la célébration, c'est le principe en fait de reconnaître ses avancées et sa valeur. En France, on est assez radin sur la célébration et sur les récompenses qu'on s'offre, nous, en tant que dirigeants. Et je le vois, en fait, avec un client qui a, un jour, en fait, qui me dit bon, bah là, c'est super, on a fait encore un mois de plus en positif. Par rapport à N-1, on est vachement bien. Bon, bah là, on va continuer. Puis bon, c'est pas normal quand même, on aurait dû faire plus. En fait, les réussites sont banalisées et comment dire? Et on se flagelle sur Et on se flagelle parce qu'on n'a pas eu encore assez ou un tout petit peu plus, c'est pas assez. Et donc, dans l'idée, pour simplement en fait revenir aussi à notre système, nous en fait, corporel et émotionnel, à chaque fois qu'on est en train de banaliser nos réussites, on tombe dans ce que j'appelle la stratégie M&M's. Et là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus, donc je vous invite à aller la voir. La stratégie M&M's, c'est vraiment le principe de ne pas récompenser en fait ce qu'on fait et les efforts qu'on fait. Votre système nerveux, à chaque fois que vous ne récompensez pas, qu'est-ce qui se dit? En fait, le système nerveux, c'est très basique. C'est je fais un truc, ça marche, c'est génial. Est-ce qu'il y a une récompense? Est-ce que si je célèbre, si je m'offre par exemple, moi qui suis dingue de pâtisserie, tu vois, je pourrais manger des millefeuilles, des Paris-Brest tous les jours. Si à chaque fois que j'ai un nouveau client, je signe, je m'achète un millefeuille
et je me récompense, pour moi, ça envoie un message à mon cerveau qui dit « Là, tu as réussi un truc exceptionnel, bravo », et franchement, on le célèbre. L'idée, c'est que notre système de récompense, à l'image tu sais, de la cloche de Pavlov, et il y a toute une théorie là-dessus, l'idée, c'est comment en fait tu crées ce système de récompense en toi pour que derrière, tous les efforts que tu mets, que tu aies encore plus la dalle pour le faire en fait. Tu récompenses le résultat ou tu récompenses l'action? Là, l'idée, c'est de savoir justement où est-ce que tu as envie de placer la chose, parce que récompenser l'action te permet de continuer à la faire, et récompenser le résultat, c'est récompenser quelque part l'action aussi, puisque c'est ces actions qui ont conduit au résultat. Donc, moi, j'ai pas envie de faire de distinction là-dessus. Ouais, Les deux sont la bienvenue, parce qu'en fait, les deux peuvent servir sur le chemin. Et si tu arrives justement à comprendre ça rapidement, et à comprendre aussi que, attends, si tu as fait ton premier mois qui est le plus fort de l'année, ouais, super, je l'ai fait. Allez, maintenant, on fait plus. Non. Prends le temps. Regarde, là, tu as fait un super mois. Va le célébrer. Parle-en à la personne qui partage ta vie. Achète-toi, je sais pas moi, un truc symbolique. Ou marque ce jour-là. J'aime bien, il y a une émission, là, tu sais, la famille Kretz, la Kretz Family, là, ils ont une espèce de gong chaque fois qu'ils vendent un bien immobilier, tu vois. C'est symbolique. Mais c'est un ancrage qui dit célébration, victoire, récompense. Et en fait, en France, on est avare de ça. On est radin là-dessus. Parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas cette culture de la gagne. On est dans une humilité humiliante. Genre, gagner, réussir, c'est « Ah non, chut, pour vivre heureux, vivons cachés ». Et en fait, mes clients me rapportent ce genre de croyances en me disant « Oui, mais il faut pas trop le montrer, hein, parce qu'en France, ah ouais, si tu roules, tu vois, en grosse voiture ou si tu montres que tu es riche. » Et en fait, cette culture, on nous l'a imprégnée. Et aujourd'hui, c'est presque anormal de se récompenser ou anormal de célébrer chaque fois qu'on a une réussite. Donc l'idée, c'est plus changer son système de croyance intérieure en regardant en fait qu'est-ce qui a besoin de bouger pour justement s'autoriser à autre chose. Parce qu'en fait, au fond, c'est quoi? C'est juste une histoire d'autorisation de célébrer ou pas. Mais comme depuis qu'on est petit, on nous dit chut, surtout fais pas de vagues, reste à ta place. Oh, ouais, non, pas toi. Chut. Donc voilà, c'est ce genre de croyance qui fait que on préfère justement ne rester sous les radars, ne pas montrer qu'on réussit et ne pas se récompenser. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Donc le surmenage, c'est un perfectionnisme, c'est peut-être un sentiment des fois de ne pas être assez et de vouloir être parfait. Ouais. C'est une incapacité à décrocher et une croyance qu'on est indispensable dans notre boîte. C'est aussi le fait d'être la tête dans le guidon, de jamais prendre ce pas de recul pour célébrer ce qu'on fait. Ouais. Et finalement, c'est ce qui fait qu'on n'a pas la bande passante mentale de prendre notre vraie place de fondateur et d'amener de la créativité et d'inspirer tout le monde. C'est ça. À partir de tout ça, est-ce que tu vois d'autres signes à côté desquels on est passé qui peuvent être utiles dans l'angle mort pour des personnes chez qui ça a résonné tout ça? Ou est-ce qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon? Là, on a déjà un bon tour d'horizon, en fait, des choses à mettre en place pour réellement continuer la croissance et amener de la performance. Ouais. Si ça a résonné pour vous, 2 options. La première, c'est d'aller voir une autre vidéo sur la chaîne où on a traité... Stratégie M&M's. Retenez ça. Elle est sur la chaîne. Alors, vous pouvez aller voir la stratégie M&M's. Ouais. Deuxième option, vous pouvez aller voir une autre vidéo qu'on a faite qui traite vraiment, mais alors toutes les croyances limitantes qui peuvent entrer en jeu et empêcher le scaling. Ça concerne les dirigeants du digital qui veulent passer en gros de 50 à 500K par mois de chiffre d'affaires. C'est ça. C'est vraiment toutes les croyances sur le chemin, que ce soit au niveau de la vente, du marketing, de la structuration, du management de l'équipe. Et si vous voulez bosser avec Mehmet, il y a les liens en dessous. Les liens en dessous. Pour prendre rendez-vous. Cool. Merci Mehmet. Très cool. Merci à toi Baptiste. À très vite. À très vite.